Au Brésil, pays où le football est roi, un jeune joueur prometteur est retrouvé mort, sauvagement mutilé dans un bosquet isolé. Pourtant, il n'était que de passage, venu célébrer les 18 ans d'une amie. Comment ce qui devait n'être qu'une simple soirée d'anniversaire a pu aboutir à une fin si tragique? Quand les dernières photos prises par Daniel avant sa mort révèlent sa présence dans le lit d'une femme mariée, l'enquête prend une tournure inattendue. Entre jalousie dévorante, mensonges et secrets de famille, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Aujourd'hui, je vous plonge dans une affaire qui aura choqué tout le Brésil, tant la violence des faits est inouïe. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle histoire criminelle aux airs de samba. Enfin, pas vraiment, mais bon. Juste, si vous n'y avez pas pensé, n'hésitez pas à vous abonner, c'est fait très rapidement, par contre, ça m'aide énormément. Si je vous dis Brésil, il y a des chances pour que vous pensiez Carnaval de Rio, samba, mais aussi et surtout football. Cela n'est pas une légende, beaucoup de Brésiliens sont passionnés par le ballon rond. C'est même un passe-temps classique pour une majorité d'enfants du pays. Certains rêvent parfois de devenir un jour professionnel, à l'image de Pelé, Ronaldinho ou encore Ronaldo. Des joueurs tous nés au Brésil, dont les exploits sportifs ont marqué les mémoires. Bon, on va pas se mentir, il n'y a que très peu d'élus. Pour les autres, on se retrouve en surpoids sur notre canapé à regarder ceux qui ont réussi. Bref, malheureusement, le 27 octobre 2018, quelques mois seulement après la Coupe du Monde, c'est pour une bien triste raison que les habitants du pays parlent massivement de football. Ou en tout cas, d'une tragique histoire qui y est indirectement liée. Ce jour-là, vers 11h, un promeneur fait une macabre découverte, dans un bosquet de Colônia Mergulhão, une zone rurale près de São José dos Pinhais, une ville située dans la région métropolitaine de Curitiba, au Brésil. En suivant une trace de sang, il aperçoit le corps partiellement dénudé d'un jeune homme, qui gît dans les hautes herbes, bordant un chemin de terre. La scène qui s'offre à ses yeux est d'une violence inouïe. La victime présente des blessures si profondes au niveau du cou qu'elle en a été presque décapitée. Mais ce n'est pas tout. Son pénis a, de toute évidence, été sectionné. Une vision des plus traumatisantes pour ce témoin, qui prévient les autorités sans attendre. Une fois sur place, les policiers ont immédiatement une idée concernant le mobile du crime. Sa barbarie, ainsi que la spécificité des blessures infligées, les poussent à penser que cet acte est le fruit d'un rituel ou d'une vengeance. Rares sont les meurtriers opportunistes qui coupent les parties génitales de leurs victimes, après les avoir égorgées. Et il en est de même concernant la théorie d'un simple vol qui aurait mal tourné. Un voleur souhaitant juste éliminer la cible de son larcin ne l'aurait certainement pas mutilé de la sorte. Quel motif a bien pu pousser quelqu'un à commettre un meurtre d'une telle sauvagerie? Pour le savoir, il faut tout d'abord déterminer qui en a été victime. Une identification somme toute assez rapide, étant donné que le jeune homme n'est pas un inconnu dans le milieu du football brésilien. Grâce à une confirmation apportée par son cousin au cours de la nuit suivante, les enquêteurs sont en mesure d'affirmer dès le lendemain que c'est un dénommé Daniel Correa Freitas qui a trouvé la mort. À 24 ans, il résidait à Sorocaba et avait un avenir pour le moins prometteur, vu qu'il était assez bon dribbleur pour avoir été comparé à Lionel Messi. D'ailleurs, Messi, on dirait un hobbit, comment il fait pour être aussi fort? Quoi qu'il en soit, une brillante carrière de joueur professionnel semblait tendre les bras à Daniel, malgré quelques récentes déconvenues. Originaire d'une famille modeste de Juiz de Fora, Daniel s'était pris du sport au ballon rond à l'âge de 5 ans. Il a très vite montré des dispositions exceptionnelles dans sa pratique, tant et si bien qu'il a été repéré par des recruteurs. Dès ses 11 ans, son profil intéressait particulièrement Cruzeiro, l'un des plus grands clubs brésiliens. En conséquence de quoi, Daniel a intégré leur centre de formation. Sa progression dans les équipes de jeunes a été fulgurante. Et en 2013, à 19 ans, il a signé son premier contrat professionnel avec Botafogo. L'année suivante, une blessure au genou est venue freiner ses plans. Cependant, blessé ou pas, la technique de Daniel reste remarquable. Ses performances ont alors encore une fois attiré l'attention d'un prestigieux club. Daniel a eu la chance de rejoindre le São Paulo FC en 2015. Malheureusement, le sort s'est comme acharné contre lui. Alors qu'il était considéré comme l'un des espoirs du football brésilien, plusieurs autres problèmes de santé l'ont empêché de s'imposer dans ce nouveau club. Dans les mois précédant les faits, Daniel traversait une période compliquée,
parce qu'il travaillait extrêmement dur pour retrouver son niveau et toutes ses capacités sportives. Le temps qu'il se remette en selle, le São Paulo FC l'avait donc prêté à 3 clubs de division inférieure. Quand il est mort, Daniel occupait un poste de milieu de terrain offensif au sein du São Bento. Ses coéquipiers dressent le portrait d'un jeune homme sociable et travailleur, qui ne cherchait jamais les ennuis. Il n'y avait d'ailleurs pas eu que des mauvaises passes dans sa vie récemment, vu qu'en 2016, Daniel était devenu père d'une petite fille qu'il adorait. Cela dit, toutes les responsabilités qu'il avait, professionnellement comme dans sa vie privée, ne l'empêchaient pas d'être comme beaucoup de personnes de son âge. Le joueur aimait sortir, et même faire la fête de temps en temps. En témoignent les résultats des analyses toxicologiques menées durant son autopsie. En effet, il avait 1,34 g d'alcool par litre de sang dans le corps lorsqu'il a été tué. Pour vous parler plus clairement, il ne risquait pas encore le coma éthylique, mais il était vraiment très saoul. En revanche, il n'avait pris aucune drogue. Daniel projetait visiblement de passer une bonne soirée la veille. Une soirée qui s'est pourtant terminée en drame, et semble avoir débuté au Shed Western Bar, situé à Curitiba. Un bracelet, estampillé du nom de la discothèque, était d'ailleurs encore attaché au poignet du footballeur lorsque son corps a été découvert. Afin de comprendre ce qui lui est arrivé, les enquêteurs doivent donc commencer par se renseigner sur ce qu'il a fait le 26 octobre 2018, notamment en fin de journée. Pour ce faire, ils questionnent la direction du bar, qui leur confirme qu'un événement privé se déroulait dans l'établissement ce soir-là, et que Daniel faisait bien partie des invités. Il s'agissait d'une fête d'anniversaire, donnée pour les 18 ans d'une certaine Alana Bridges. Sur les images capturées par les caméras de vidéosurveillance du lieu, on peut voir Daniel évoluer dans la foule au cours de cette soirée. Le personnel confirme qu'il avait un comportement tout à fait normal. Il ne s'est en aucun cas fait remarquer de manière négative durant les heures qu'il a passées dans la boîte de nuit. Il s'y est rendu vers 23h30 et n'en est reparti que très tard, vers 4h30. Grâce à la coopération des propriétaires du Shed Western Bar, les enquêteurs ont la preuve qu'à cette heure-ci, Daniel était encore en vie. Le meurtre s'est donc nécessairement déroulé dans la fourchette de 6h30, comprise entre 4h30 du matin, heure de son départ de la discothèque, et 11h, heure à laquelle on a retrouvé son corps. En sachant cela, il convient de se demander où Daniel est allé après son départ de la boîte de nuit. On peut même se questionner sur la raison qui l'a poussé à entreprendre un si long voyage, juste pour venir assister à une fête d'anniversaire. Qui était Alana Bridges pour Daniel? Parce que pour rejoindre Curitiba, en partant de Sorocaba, il faut compter quasiment 6 heures de route, voire plus de 7h30 selon l'itinéraire choisi. On peut dire que cela fait beaucoup de kilomètres parcourus pour une simple soirée, si fastueuse soit-elle. Mais vous allez voir que Daniel avait ses raisons. Il se trouve que la fameuse Alana Bridges, qui a fêté son anniversaire le 26 octobre 2018, a un temps été convoitée par Daniel, si l'on peut appeler ça comme cela. Retour à l'année précédente, en août 2017, quand tous deux habitent encore dans la même ville, et entrent en contact pour la première fois par le biais d'Instagram. Ils s'entendent très bien. Le problème c'est que, vous l'avez compris, si Alana a eu 18 ans en 2018, cela signifie qu'à ce moment-là, elle est encore mineure. Quand elle commence à correspondre avec Daniel, déjà majeur depuis des années, elle n'a même pas encore atteint l'âge de 17 ans, ce qui évidemment pose un léger problème. Au départ, Edison Louis Bridges Jr., le père de l'adolescente, ne voit pas tout cela d'un très bon œil, préférant notamment que sa fille se concentre sur ses études. Néanmoins, il finit par accepter qu'Alana rencontre Daniel. Une chose qui se fait en présence d'autres personnes, au cours d'une fête à laquelle le jeune homme ramène lui aussi quelques amis. Par chance, le courant passe aussi bien entre eux en réalité que sur Instagram. Daniel prend peut-être cela pour un signe à tort. Il ne manque pas de faire des avances à Alana, qui lui fait toutefois comprendre qu'elle n'est pas intéressée. L'adolescente lui dit qu'elle n'est pas prête à s'engager dans une nouvelle relation, parce qu'elle vient tout juste de rompre avec quelqu'un. De plus, elle n'apprécie pas particulièrement le côté tombeur de Daniel, qui semble porter le même regard lascif sur elle que sur certaines de ses copines. Pour toutes ces raisons, Alana friendzone clairement le footballeur. Ils restent amis et se revoient même à plusieurs fêtes, incluant le 17e anniversaire de la jeune femme. Mais leur relation n'évolue pas. Juste après, la vie professionnelle de Daniel le pousse à quitter Curitiba. Il n'y revient qu'un an plus tard, parce qu'il a été invité à participer à la soirée organisée en l'honneur d'Alana, qui va avoir 18 ans. Daniel arrive sur place le 26 octobre 2018 vers 20h.
et se pose quelques heures chez l'ami qui l'héberge, avant de commencer à se préparer pour partir au Shed Western Bar. La suite, vous la connaissez. Il s'y rend aux environs de 23h30 pour en sortir 5 heures plus tard, dans un état d'ébriété déjà très avancé. Mais au lieu de retourner chez son ami pour décuver, ce qui aurait certainement été le choix le plus judicieux, Daniel décide de poursuivre les festivités. En compagnie de plusieurs autres invités, il se rend donc à l'after, organisé chez Alana, ou plutôt chez ses parents. Dans une vidéo prise à 8h18 par un convive, on peut voir que plusieurs individus font encore la fête dans le salon de la maison des Bridges. Alana, elle, ne fait même plus partie du groupe, parce qu'elle est déjà partie se coucher, totalement exténuée par la soirée à rallonge qu'elle vient de passer. Daniel, de son côté, communique avec l'un de ses amis, via l'envoi de messages audio, qui prouvent qu'il a effectivement beaucoup trop bu. Il affirme être ivre, au point de ne pas savoir où il est, ni comment il est arrivé là, précisant également que 2 femmes dorment seules dans des chambres différentes. À 8h34, Daniel envoie des photos à son ami, et pas n'importe quel genre de photos. Les 2 jeunes hommes font partie d'un groupe WhatsApp privé, une conversation sur laquelle fusent les clichés de femmes avec qui chacun a eu des relations sexuelles. Une façon de faire pour le moins cavalière qui frise d'ailleurs très clairement l'illégalité, vu qu'on imagine que les concernés n'ont pas donné leur consentement. Mais passons. Sur les 2 photos envoyées par Daniel à ce moment-là, on le voit en compagnie d'une belle blonde d'âge moyen, visiblement endormie. Il sous-entend clairement l'avoir ajoutée à son tableau de chasse. C'est la dernière trace que l'on a du footballeur. Parce qu'après ça, il cesse totalement de répondre à son ami. Pour les enquêteurs, la clé du mystère réside donc dans ce qu'il s'est produit après l'envoi de ce message final. Et pour mieux comprendre, il convient d'en savoir plus sur la femme photographiée par Daniel peu avant sa mort. Il s'agit en réalité de la maîtresse de maison et mère d'Alana, Christiana. Elle est aussi l'épouse d'Edison Bridges depuis une vingtaine d'années, un homme d'affaires de 37 ans, qui a su offrir une vie confortable aux siens en travaillant dur, alors que moi je trime comme un fou pour payer les croquettes de mon chat. Il va me mettre sur la paille. Bon, il faut dire que l'époux a eu de grosses responsabilités très tôt dans sa vie, parce que lorsqu'il s'est mis en couple avec Christiana, il n'avait que 17 ans. Sa future épouse en avait de son côté tout juste 15. Et 2 ans après le début de leur relation, elle est tombée enceinte de leur premier enfant, Alana. Ils se sont alors mariés. Mais faute de mieux, au départ, la famille a dû vivre chez les parents de Christiana, tandis qu'Edison travaillait en tant que métallurgiste pour gagner sa vie. Cependant, il avait déjà de l'ambition. Edison a décidé assez rapidement de quitter son emploi pour ouvrir un magasin spécialisé dans la revente de produits proches de leur date d'expiration. Et cela a payé. Le concept a si bien marché qu'il a pu inaugurer plusieurs autres boutiques, ce qui lui a permis de construire une maison dans un quartier tranquille, réservé à la classe moyenne. Une fois bien installée, la famille s'est agrandie, vu que 6 ans après la naissance d'Alana, le couple a eu une seconde fille. Grâce à la réussite d'Edison dans l'entrepreneuriat, les Bridges sont devenus aisés et sont à présent connus de tous en ville. L'homme est fier de ce qu'il a, donc il n'hésite pas à en faire l'étalage, que ce soit en participant à des événements mondains ou en publiant sur les réseaux sociaux. Mais est-ce réellement tout ce qu'il y a à savoir sur Edison ? Quand les enquêteurs découvrent que c'est dans sa maison que Daniel se trouvait avant d'être violemment tué, ils se posent quelques questions, notamment quand il parle à l'ami avec qui la victime discutait, juste avant de disparaître totalement des radars. Quand on constate l'existence des photos que Daniel a prises, allongées à côté de Christiana, il est effectivement facile de se dire que cela aurait pu énerver n'importe quel mari, ou presque. Quoi qu'il se soit passé dans cette chambre, peut-être Edison ne l'a-t-il jamais appris. Parce qu'après l'annonce officielle de la mort du jeune footballeur, il fait preuve d'une grande empathie. Il téléphone très rapidement à Eliana, la mère de Daniel, pour lui présenter ses plus sincères condoléances, et lui assure qu'il se tient à son entière disposition en cas de besoin. Après cela, Edison contacte l'un des amis du joueur. Au cours de la discussion, il dit que ce dernier a quitté sa maison vers 8h, en compagnie d'une copine d'Alana. Une réponse que sa fille avait déjà donnée aux proches de Daniel qui, laissé sans nouvelles, l'avait contacté parce qu'il savait qu'il devait se rendre à son anniversaire. Edison précise à l'ami du footballeur qu'il est très attristé par la nouvelle qu'il vient d'apprendre et même désireux de témoigner pour faire avancer l'enquête. Seulement, est-il vraiment sincère ? Parce que si vous avez bien suivi, vous avez peut-être déjà remarqué une incohérence dans ses propos. Et oui, Edison affirme que Daniel est parti de chez lui aux alentours de 8h. Cependant, les photos qu'il a prises sont la preuve du fait qu'à 8h34,
il était encore bel et bien dans la maison, dans une chambre, avec sa femme. Un fait plus étrange encore, les appels qu'il a passés à la mère et à l'ami du joueur l'ont été depuis le téléphone d'un homme crapuleusement tué en 2016 à São José dos Pinhais. Pourquoi Edison est-il en possession du portable d'une victime de meurtre? Le procureur, chargé des investigations, trouve évidemment cela très bizarre. Le regard des enquêteurs se tourne alors vers l'homme d'affaires, qui n'a pas l'air de dire toute la vérité sur cette fin de soirée. Le 31 octobre 2018, soit 4 jours après le début de l'enquête, un dénommé Lucas Mineiro contacte les autorités pour leur livrer un témoignage d'une importance capitale. Le jeune homme faisait également partie des personnes invitées à la fête d'anniversaire d'Alana. Tout comme Daniel, il avait décidé d'aller prolonger sa soirée chez les Bridges quand ils sont sortis du Shed Western Bar. Une fois là-bas, Lucas a passé pas mal de temps avec la victime. Et il se trouvait d'ailleurs en sa compagnie, juste avant qu'il n'entre dans la chambre où se trouvait Christiana. Il révèle qu'il n'a pas suivi Daniel dans la pièce, et qu'il ignore ce qu'il a fait avec la femme d'Edison, une fois la porte fermée. En revanche, il affirme savoir ce qui s'est produit par la suite. Lucas dit que, très peu de temps après, en regardant par la fenêtre de la chambre, sûrement depuis l'extérieur de la maison, il a vu l'époux de Christiana battre très violemment Daniel, puis l'étrangler. Le joueur était toujours sur le lit, uniquement vêtu d'un t-shirt et d'un caleçon. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Christiana criait pour appeler à l'aide. Alana, réveillée par le raffut, était elle aussi complètement paniquée. Pour autant, rien ne semblait pouvoir arrêter Edison, probablement rendu fou de rage par ce qu'il avait vu en entrant dans la chambre. Lucas confirme qu'il a essayé de l'empêcher de continuer à frapper Daniel, mais qu'en réponse, il a été menacé. L'homme d'affaires lui a dit que s'il n'était pas là pour l'aider, il valait mieux qu'il s'en aille, s'il ne voulait pas être le suivant. Effrayé, Lucas a alors reculé. Mais 3 autres jeunes hommes ne se sont pas fait prier pour venir battre Daniel avec Edison. L'une des invitées de la fête a, quant à elle, voulu agir en essayant d'appeler les secours. Mais elle a à son tour été intimidée, et n'a pas été au bout de sa démarche. Tout cela n'a duré que quelques minutes, au terme desquelles Edison a mis Daniel, déjà très mal en point, dans sa voiture avant de partir, accompagné des 3 individus qui l'avaient aidé. Toujours selon le témoignage de Lucas, Christiana avait elle aussi beaucoup bu ce soir-là. En conséquence, ou pas, elle s'est apparemment montrée plusieurs fois très aguicheuse à l'égard des jeunes hommes du bar. Christiana a essayé d'en emmener un aux toilettes en le prenant par la main, quand un ami de Daniel a affirmé qu'elle les avait embrassés tous les deux. Ce petit manège n'a pas échappé à Edison, qui s'est d'ailleurs disputé avec sa femme dans la boîte de nuit pour cette raison. On peut donc imaginer qu'il était déjà bien sur les dents après cette soirée, et que trouver le footballeur dans son propre lit avec Christiana a en quelque sorte été la cerise sur le gâteau. Lucas semble avoir été profondément traumatisé par ce qu'il dit avoir vu le 27 octobre. De plus, il n'a aucune raison de mentir. Son témoignage vient confirmer ce dont les enquêteurs se doutaient déjà, à savoir qu'Edison a quelque chose à cacher. L'homme est très probablement impliqué dans la mort de Daniel, et il n'est peut-être même pas le seul. En se penchant sur les emplois du temps des membres de la famille Bridges, dans les jours suivant les événements, les autorités découvrent qu'ils ont fait des choses qui poussent à se questionner au vu du contexte. Le 29 octobre, les caméras de sécurité d'un centre commercial ont filmé Edison, Christiana et Alana attablés dans l'aire de restauration. Ils y ont retrouvé 3 hommes, tous invités à les rejoindre par la fille du couple, via un message WhatsApp assez étrange. « Je veux t'inviter à ma petite fête, la semaine prochaine, au centre commercial. On mangera quelque chose là-bas. » 3 hommes, l'exact même nombre d'individus qui sont partis en voiture avec Edison et Daniel, si l'on en croit les dires de Lucas. Curieuse coïncidence. 2 jours après, ce sont les caméras de vidéosurveillance d'un magasin de réparation de téléphones portables qui ont filmé l'homme d'affaires et son épouse. Ils s'y sont rendus vers 17h50. Et selon la responsable de la boutique, Christiana n'avait pas l'air dans son assiette. Les Bridges ont demandé à ce que son téléphone soit réparé, soi-disant à cause d'un problème de microphone. Que cela soit vrai ou pas, ce qui est certain, c'est qu'un portable expédié en centre de réparation est systématiquement formaté. Une aubaine si, par hasard, on souhaite que certaines données disparaissent pour de bon. Quoi qu'il en soit, par chance, le magasin n'y a pas envoyé immédiatement celui de Christiana. En parallèle de cela, le même jour, les enquêteurs émettent des mandats d'arrêt à l'encontre d'Edison, Christiana et Alana Bridges, suite au témoignage de Lucas. Aux alentours de 22h,
le couple est repéré dans la voiture d'un ami, arrêté à une station essence. En entendant les sirènes de police se rapprocher, Edison, parti acheter une bouteille d'eau, prend la fuite discrètement pour se rendre directement chez l'avocat de la famille. Christiana est la seule à être appréhendée à ce moment. Mais le jour suivant, son époux et sa fille se présentent d'eux-mêmes au commissariat. Peu avant, l'avocat d'Edison a également rendu public une vidéo dans laquelle son client s'exprime, avouant qu'il a effectivement tué Daniel. Et les raisons qu'il invoque risquent de vous surprendre. Edison dit que s'il a tué le jeune footballeur le 27 octobre 2018, c'est parce qu'il a essayé de violer sa femme. Il affirme qu'il a été alerté par ses cris et qu'après avoir défoncé la porte de la chambre, il a vu Daniel qui bloquait Christiana, positionnée au-dessus d'elle. Edison soutient qu'il a agi comme n'importe quel homme aurait pu le faire pour protéger une personne qu'il aime. En punissant le monstre qui agressait son épouse, c'est l'honneur de toutes les femmes qu'il a défendu, pas seulement celui de la sienne. Selon les dires du père de famille, Daniel n'était pas particulièrement proche d'Alana, encore moins de Christiana. Et d'ailleurs, il n'a jamais été invité à terminer sa soirée chez eux. Après l'avoir battue, Edison avait l'intention de l'abandonner, nu mais bien vivant dans la campagne, pour lui donner une bonne leçon. Cependant, au cours du trajet, il aurait vu les 2 photos envoyées plus tôt par le footballeur à son ami. Vous savez, dans la fameuse conversation qui sert de tableau de chasse, l'homme d'affaires aurait alors complètement perdu les pédales et tué Daniel sur un coup de sang. Edison est placé en détention le jour même, et il conduit sans difficulté les enquêteurs sur le lieu de dépose du corps, indiquant avoir jeté l'arme du crime dans une rivière à proximité, un couteau, qui, malgré d'intenses recherches, n'a pas été retrouvé. Il est également en mesure de révéler où se trouve le pénis de Daniel, qu'il avait jeté dans un arbre, à environ 20 mètres de l'endroit où il gisait. C'est de pire en pire ces vidéos. Selon le procureur chargé de l'enquête, le joueur n'est pas mort chez les Britches, mais là où il a été découvert, ce qui signifie qu'il a longuement souffert avant de mourir. Le médecin légiste affirme que c'est l'énorme plaie qu'Edison a infligée au cou de Daniel qui a causé son décès. En revanche, il n'a pas été en mesure de dire si ses parties génitales ont été mutilées post-mortem ou ante-mortem. Et rien que ça donne froid dans le dos. Lors de son interrogatoire, Christiana confirme que son époux n'a fait que la défendre. Elle précise qu'elle dormait et qu'elle a été réveillée par Daniel, qui frottait son pénis en érection contre elle. La femme de 35 ans, paniquée, a alors crié pour appeler à l'aide, provoquant l'arrivée en trombe d'Edison dans la chambre. Ce dernier est entré dans la pièce au moment où Daniel lui empoignait un sein de force, prêt à aller encore plus loin. Alana soutient elle aussi la version donnée par ses parents, mais elle précise que c'est bien son père qui lui a demandé de dire aux proches du footballeur qu'il avait quitté leur maison avec l'une de ses amies. Dans les jours qui suivent, 4 personnes supplémentaires sont également placées en détention. Eduardo Henrique da Silva, David Willian da Silva, Igor King et Evelyn Brissola Peruso. Vous l'avez peut-être déjà deviné, les 3 premiers sont les jeunes hommes, âgés de 18 à 20 ans, qui ont frappé Daniel avec Edison, avant de partir avec eux en voiture. Le 4e sur la liste est âgé de 19 ans. C'est une amie d'Alana, qui a volontairement aidé les Britches à nettoyer la maison, après le déchaînement de violence qui y a eu lieu. Un nettoyage apparemment insuffisant, étant donné que, quand la police scientifique investit la maison de la famille, elle trouve des traces du sang de Daniel à divers endroits, sur les murs, mais aussi sur les sols du logement, ainsi que dans la voiture d'Edison. Un dénommé Eduardo Purcote-Ciurato est lui aussi un temps suspecté d'être impliqué dans le meurtre de Daniel, dans une moindre mesure. Néanmoins, il est rapidement relâché sans être inquiété. Pour résumer, si les enquêteurs sont à présent sûrs de savoir qui est responsable de la mort de Daniel, 2 versions s'affrontent toujours. Parce que celle donnée par les Britches ne va pas du tout dans le même sens que celle qui a été livrée par Lucas. Ce dernier pense que si Christiana a hurlé, c'était uniquement pour essayer d'arrêter son époux, et non suite à une agression. Plusieurs témoins ont confirmé ne pas avoir entendu le moindre cri avant qu'Edison ne commence à frapper Daniel, mais aussi qu'aucune porte n'avait été défoncée. Il a également été rapporté aux autorités que Christiana et Alana n'ont absolument pas tenté de venir en aide à la victime, qui suppliait pourtant qu'on épargne sa vie. L'épouse d'Edison lui aurait même dit de ne pas faire ça dans sa maison, sous-entendant par là que le meurtre serait trop salissant. Après les faits,
personne n'a mentionné d'agression sexuelle. De même, plusieurs invités présents ont apparemment été contraints d'aider au nettoyage des lieux, avant d'être fortement incités à taire ce qu'ils venaient de voir. Il existe aussi une incohérence liée au taux d'alcoolémie de Daniel. Quand on est dans un tel état d'ébriété, la coordination motrice et l'équilibre sont sévèrement affectés. Je confirme. La performance physique est considérablement diminuée et les problèmes d'érection sont fréquents. Bref, sous comme il était, il aurait été très compliqué pour lui de coucher avec quiconque, que ce soit consenti ou pas. En réalité, Edison multiplie les déclarations et comportements illogiques depuis le départ. Pourquoi aurait-il pris la peine de contacter la mère de Daniel pour lui présenter ses condoléances, s'il voyait en lui le monstre qui venait d'agresser sa femme? Pourquoi prétendre qu'il était désespéré quand il est au téléphone avec l'ami du joueur? L'accusation en est persuadée. Il n'y a jamais eu de tentative de viol. Edison a simplement trouvé Daniel dans sa chambre avec son épouse et l'a tué pour se venger, autant par fierté que par jalousie. Il a ensuite échafaudé un plan en mettant sa famille et même quelques-uns des invités de sa fille dans le coup. Tout cela pour pouvoir justifier son acte d'une façon plus honorable, si jamais il se faisait prendre. C'est probablement pour cette raison que les Bridges ont organisé une réunion au centre commercial le 29 octobre. Par ailleurs, les enquêteurs ont la preuve manifeste qu'Edison n'a pas le pacifisme ni l'honnêteté chevillés au corps. Son casier judiciaire parle pour lui, vu que l'homme a déjà été condamné plusieurs fois. Menaces et crimes contre une personne ou contre le patrimoine. Plusieurs falsifications de châssis d'un véhicule volé. Ou encore, port d'armes illégales. L'homme a aussi une arme déclarée, avec laquelle il tire régulièrement en l'air dans son jardin parce que cela lui plaît, ou quand il est agacé, après une dispute avec Christiana. En gros, il vaut mieux éviter de se fâcher avec Edison, sous peine de risquer de s'attirer quelques problèmes, avec lui ou ses copains peu recommandables. Sa très coûteuse moto appartient en réalité à un narcotrafiquant actuellement emprisonné, et il a aussi quelques amis bien placés dans la police. Vous savez, ces policiers un poil ripou qu'on aimerait tous connaître quand on prend une prune. Blague à part, Edison a un goût pour les méthodes et les fréquentations douteuses, ce qui rend les déclarations des témoins ne faisant pas partie de sa famille encore plus crédibles. Le coup du voyou local qui se transforme soudainement en preux chevalier, prêt à défendre l'honneur des femmes du monde entier, en revanche, cela l'est difficilement. Il existe néanmoins une autre théorie, appuyée par la découverte effectuée dans le téléphone de Christiana. Rappelez-vous, l'appareil avait été déposé en magasin pour réparation, mais n'avait pas été immédiatement envoyé au centre. Eh bien, quand le nom de la famille Bridges a commencé à faire toutes les unes, la gérante de la boutique l'a vu et a donné le portable de Christiana aux enquêteurs. En l'examinant, ils se sont rendus compte que des applications de messagerie avaient été désinstallées, sans qu'il soit possible d'avoir plus de précision. Mais le plus intéressant là-dedans reste les recherches de Christiana, qui avait l'air particulièrement intéressée par la localisation des clubs échangistes de la ville. Edison et son épouse ont tous les deux nié avoir eu ce genre de désir. Cela dit, après 20 ans de mariage et une relation qui n'était apparemment plus au beau fixe depuis un moment, peut-être ont-ils voulu pimenter les choses, sans oser l'avouer. Et si Daniel avait été choisi pour prendre part à leurs ébats, il reste possible qu'Edison ait validé l'idée, mais qu'il n'ait finalement pas supporté de voir un autre homme toucher sa femme, et soit entré dans une colère noire. Ce n'est qu'une théorie parmi d'autres, et en l'absence d'aveu réel de la part des accusés, c'est ce qu'elle restera. Sans véritable surprise, personne ne gobe l'histoire d'une agression de nature sexuelle. En mars 2024, soit près de 6 ans après les faits, Edison est reconnu coupable de 5 charges incluant le meurtre qualifié de Daniel, assorti de 3 circonstances aggravantes. Pour ces crimes, il est condamné à purger 42 ans, 5 mois et 25 jours de prison. C'est précis au Brésil. Christiana, quant à elle, est condamnée à 6 mois de prison et 1 an de réclusion en régime ouvert pour fraude procédurale. Alana s'en tire à meilleur compte, vu que quelques jours après avoir été condamnée à 6 ans, 5 mois et 6 jours de prison, elle obtient un habeas corpus et retrouve la liberté. La jeune femme a aujourd'hui une vie normale, et elle s'est même lancée dans l'influence et a fondé sa propre boutique en ligne. Les 4 autres accusés à tort ont, quant à eux, tous été acquittés. L'avocat qui représentait 2 d'entre eux a souligné que si les jeunes hommes avaient effectivement avoué avoir agressé Daniel, ils n'avaient pas aidé Edison à le tuer. Les 2 autres suspects ont également déclaré qu'ils n'auraient jamais pris part à tout cela, s'ils avaient su que la victime allait finalement être mise à mort. En définitive,
Il y a des chances pour que le matin des faits, Daniel, qui était complètement ivre, ait eu le genre de comportement un peu idiot que l'on peut avoir quand on a trop bu. En apercevant Christiana qui dormait seule dans son lit, il est entré dans la chambre et a pris des photos à côté d'elle pour faire croire à ses amis qu'ils avaient couché ensemble. Aucune preuve n'étant venue étayer les allégations d'agression sexuelle avancées par la famille Bridges, il est possible d'en conclure qu'il ne l'a peut-être même pas touchée. Cependant, cela n'a pas empêché Edison de devenir fou de jalousie quand il a trouvé un homme dans sa chambre avec son épouse, et de le tuer. Tout est probablement donc parti d'une blague stupide, dont les désastreuses conséquences ont finalement laissé une petite fille de 2 ans sans papa. Voici pour cette affaire choquante qui donne froid dans le dos et dans le slip. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Samba en commentaire. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide énormément. Et à liker cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.